cette analyse. Mon Guillaume, alors qu'un match de football caritatif se dispute là en ce moment, opposant l'équipe de l'Assemblée nationale face à des anciens internationaux au profit d'une association qui lutte contre le harcèlement en ligne des enfants, match caritatif, les chefs de groupe de la NUPES et de Renaissance ont fait savoir qu'ils ne voulaient pas que leurs députés fassent équipe avec ceux du RN. Comment les partis de gauche et de la majorité ont-ils justifié ce refus ? D'abord, on peut dire que ça a l'air tout à fait anecdotique, cette affaire. C'est un peu de la politique politicienne, enfin une petite provocation, comme il y en a beaucoup, une petite récupération, etc. Mais je pense que c'est un fil sur lequel on peut tirer et beaucoup de choses viennent. D'abord, il faut reprendre les déclarations, pour répondre à votre question, les différentes déclarations. D'abord, celle de Mathilde Panot, la patronne de la NUPES et de LFI. Qu'est-ce qu'elle a dit ? Elle a dit « c'est parce que le RN a fait de ce match un enjeu de récupération pour se banaliser que nous, nos députés, n'iront pas participer à ce match caritatif. » Alors, rien ne va, en fait, dans cette déclaration. Rien ne va parce que, d'abord, la récupération. Mais le RN n'a jamais mis en avant la participation de ses députés à ce match caritatif. En réalité, elle tombe dans ce qu'elle dénonce. C'est précisément la NUPES et LFI qui tentent de faire de la récupération. C'est le boycott qui est de la récupération. Deuxièmement, la banalisation. Banaliser. Mais c'est plutôt la NUPES ou LFI qui cherche à se singulariser. Et pas du tout à banaliser. En fait, singulariser dans ce que j'appellerais le haineusement correct. C'est-à-dire le fait de, au nom de la lutte contre la haine, de légitimer une espèce d'attitude extrêmement hostile. Banaliser encore. Mais si on réfléchit, le RN est l'un des premiers partis de France, sinon le premier en nombre de voix. 89 députés. Est-ce que le fait que quelques députés de LFI participent ou non à un match caritatif dont personne n'avait entendu parler jusque-là, ça va plus ou moins banaliser ce parti. C'est absurde, c'est totalement absurde. La déclaration de M. Vallaud, qui est lui le patron du PS, des députés PS, pardon, est pas moins crédible. Rien ne va non plus. Voilà ce qu'il a dit grosso modo. Il n'est pas sûr que je ne peux pas porter le même maillot, et nos députés PS ne peuvent pas porter le même maillot, que ceux que nous combattons dans l'Assemblée. Pourquoi ? Parce que sinon ce serait hypocrite et on serait dans les faux semblants. Là aussi, rien ne va. Alors, pas porter le même maillot. Moi, je veux bien. Mais en tout cas, M. Vallaud, il porte la même écharpe tricolore que les autres députés Rassemblement National. Mais il faut peut-être le prévenir psychologiquement, parce que si d'aventure on était en guerre et que les députés étaient mobilisés, je pense que M. Vallaud, il serait obligé de porter le même uniforme que les députés RN. Au-delà, je pense que M. Vallaud n'a pas bien compris la différence qu'il y a entre un ennemi et un adversaire. À l'intérieur d'un pays, surtout un pays démocratique, il ne peut pas y avoir d'ennemis politiques. Il peut y avoir des adversaires politiques, pas des ennemis. Et donc, il y a cette espèce de haineusement correct, c'est-à-dire qu'au nom de la lutte contre la haine, on peut se lâcher. Maintenant, l'argument des faux-semblants est très intéressant aussi, parce que qu'est-ce que c'est que les faux-semblants, si on réfléchit un instant, si ce n'est la civilisation et la société elle-même ? C'est-à-dire si vous faites sauter les faux-semblants, si vous faites sauter la politesse, si vous faites en sorte que vous ne vous obligez plus, je ne dis pas à faire semblant, mais en tout cas, comme dit Lacan, à garder son couvercle sur la tête. Alors là, on arrive à une situation de cocotte-minute, précisément. Là, on peut agresser des élus et des choses comme ça. Donc on voit bien que le poisson pourrit toujours par la tête et que là, il y a une sorte de lâchage, si vous voulez. Mais maintenant, il y a Aurore Bergé qui aurait pu prendre un peu de distance, d'autant que le député, qui est aussi le capitaine de l'équipe de La République En Marche, enfin Renaissance aujourd'hui ça s'appelle, qui s'appelle Carl Olive, a dénoncé, lui, l'instrumentalisation de cette affaire en disant que c'était absolument ridicule. Mais oui, il a dit qu'il joue, lui. Il a dit qu'il jouait. Mais la pression pour confiner les porteurs de peste brune, la pression pour confiner les lépreux populistes, pour reprendre l'expression du président de la République, est telle, parce qu'on ne sait jamais, des idées populistes sont peut-être des idées populaires, donc peut-être que les députés LREM, en jouant avec des députés RN, ils pourraient être contaminés, on ne sait jamais. Donc elle leur a demandé surtout de ne pas participer à ce match. Donc on est vraiment dans un phénomène assez étrange. Comment analyser ces réactions sur un plan moral, Guillaume Bigot ? Est-ce qu'il faut d'ailleurs y voir la morale là-dedans ? Oui, probablement, mais pas là où on l'imagine, ou pas ça, là où les donneurs de leçons l'imaginent. En fait, je pense qu'il s'agit soit d'une preuve de ce qu'on pourrait appeler du fanatisme, soit une preuve d'hypocrisie. Et dans les deux cas, au plan moral, c'est effectivement très problématique. Alors d'abord, une preuve de fanatisme. Je l'ai dit tout à l'heure, je pense qu'ils confondent en fait la notion d'adversaire politique et la notion d'ennemi. L'ennemi est à abattre, on combat un ennemi. On combat les idées d'un adversaire politique, c'est pas tout à fait la même chose. Et donc je pense qu'il y a une confusion très profonde qui est faite
entre, disons, l'inimitié personnelle et l'inimitié politique. Et je pense qu'on ne peut pas juger un individu à partir d'un groupe, et on ne peut pas juger un groupe à partir d'un individu. C'est vraiment une faute morale. Et au-delà d'une faute morale, on verse dans l'intolérance, et au-delà de l'intolérance, on verse dans le fanatisme. Alors je peux vous donner un exemple précis de ça, ça m'est revenu à l'esprit en réfléchissant à ce sujet. Pendant la guerre, alors que le sang coulait, alors qu'il y avait une guerre civile et une guerre internationale sur le sol français, il y avait des résistants et des collabos. Il y a deux amis, l'un s'appelle Drieux-La Rochelle, il est collabo, et l'autre s'appelle André Malraux, et il est résistant. Ils savent très bien, l'un comme l'autre, que s'ils se croisent sur un champ de bataille, ils se tirent dessus, ils se tuent. Ce sont des ennemis politiques irréductibles. Pour le coup, on est en guerre civile. En revanche, Malraux, en pleine guerre, va demander à son ami Drieux, au nom de l'amitié, de prendre soin de sa femme qui va accoucher, il l'envoie à Paris. Et au nom de l'amitié, il le fait. Donc on voit bien que l'inimitié politique n'est pas l'inimitié personnelle. Sinon, eh bien, on verse dans le fanatisme. Alors, on n'en demandait pas tant, on ne demandait pas une telle grandeur d'âme et on ne demandait pas une telle intelligence à M. Vallaud et à ses amis, mais au moins une certaine forme de neutralité et de ne pas verser dans ce haineusement correct. Alors, si ce n'est pas du fanatisme, c'est de l'hypocrisie. C'est-à-dire que soit c'est de l'hypocrisie dans le meilleur des cas, sinon c'est vraiment du fanatisme et l'hypocrisie. Pourquoi ? Parce que si on prend le cas de Jean-Luc Mélenchon, au hasard, bien sûr, tout à fait au hasard, on peut se dire que s'il assiste, lui, il semble faire la distinction entre l'inimitié politique et l'inimitié personnelle. Quand il se rend à la Légion d'honneur de Patrick Buisson, idéologue bien connu des idées d'extrême droite, pour parler comme mon camarade, il a l'air de faire la différence. Lorsqu'il prend la défense d'Éric Zemmour avant que ce dernier se lance en politique, il est vrai, il était éditorialiste, il avait déjà les idées qu'on lui connaît, et il le défend lors d'un procès en disant que c'est un grand intellectuel. Je pense qu'il fait la part du feu, c'est évident. Il ne tombe pas là-dedans. Ensuite, hypocrisie encore, il se réclame, Jean-Luc Mélenchon, de François Mitterrand. Mais tout le monde sait bien que François Mitterrand a été le gépetto, non pas du Rassemblement national, du Front national. Et pas de la fille, mais du père. Enfin, ça fait juste 5 ans que le député RN Louis Alliot joue avec les députés LFI à l'intérieur de l'équipe de rugby de l'Assemblée nationale. Ça n'a l'air de déranger personne. Donc, à mon avis, l'amour rend aveugle, mais le haineusement correct aussi, probablement. Donc, il joue au rugby tranquillement, mais oui, le football... Mais le rugby, ça va, le foot, ça va pas. Alors, dans ce cas, les réactions de la NUPES et de Renaissance sont politiques, mais dans quel but et au service de quelle stratégie, finalement ? Dernière question. Je vous ai promis que c'était quelque chose qui était assez anecdotique, mais finalement, c'est aussi un fil sur lequel on peut tirer. Et tout vient, pourquoi ? Parce qu'on se rend compte que ce haineusement correct, il a un caractère absolument central dans notre vie politique. C'est fondamental. Ce chantage moral permanent est central. D'abord, il y a un paradoxe, plusieurs paradoxes politiques. Le premier paradoxe politique, je le répète, le haineusement correct anti-RN permet de lutter contre la diffusion de la haine. Allez comprendre, si vous pouvez, vous avez le droit d'être haineux pour lutter contre la haine, d'accord. Mais il y a un autre paradoxe. Il y a ce que Jospin appelait le théâtre de l'antifascisme. Et ce théâtre de l'antifascisme, finalement, moins il est crédible, et plus il va falloir le surjouer. Et c'est ce qu'on voit avec cette affaire. Mais moins il est crédible, et en fait, le paradoxe, c'est que plus il est politiquement vital. Parce que moins il est crédible, et moins ce chantage moral tient. Vous comprenez ? Donc, ce n'est qu'en faisant semblant que le RN aurait une soi-disant parenté avec le nazisme que l'on peut empêcher tout changement politique stratégique en France. Depuis quand ? Macro-politique, on va dire, parce que vous pouvez changer les politiciens, vous ne pouvez pas changer la politique. Depuis 1983 ? 92 ? À vous de voir. En tout cas, c'est absolument central. Il y a un effet totem et tabou qui est central. Ensuite, si tout le monde a besoin de faire barrage, chacun a sa petite cuisine sur son petit feu. Il y a des raisons différentes de faire barrage, en fait, et de réactiver en permanence cet effet de haineusement correct. Pour l'ensemble du système, je pense qu'il s'agit politiquement d'éviter la coalition de tous les populismes de gauche et de droite. Là, pour le coup, c'en serait fini. Pour Renaissance, par exemple, mais aussi pour LR, après le succès de Mme Meloni en Italie, on comprend bien qu'il faut réactiver cette ceinture de chasteté idéologique du RN, parce que sinon il pourrait y avoir une alliance, ce serait extrêmement dangereux. Pour LFI, pour la NUPES, c'est pareil. Il faut faire oublier qu'on a voté pour M. Macron. Il faut faire oublier qu'on a perdu l'électorat populaire. Il faut faire oublier aussi l'affaire Bayou, l'affaire Quatennens. Enfin, tout ça, c'est quand même extraordinairement pratique. Donc, ils font aussi oublier qu'ils sont les idiots utiles du système mondialiste et européiste qu'ils dénoncent. Enfin, je pense qu'il y a un effet, si vous voulez, cache-misère, voire feuille de vigne, idéologique, politique et intellectuelle.